Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Sylvain Croteau, directeur général chez Sportaid. Vraiment très heureux de vous compter parmi nous ce soir dans cette activité qui est organisée en collaboration avec le regroupement des fédérations aquatiques du Québec. Troisième rendez-vous d'une série de 6. Ce soir, on a le privilège de nous adresser aux entraîneurs. Probablement que d'autres vont se joindre à nous au cours des prochaines secondes, des prochaines minutes. Soyez assurés que je vais les intégrer au groupe. J'ai coupé le son pour tout le monde. Donc, pour éviter qu'il y ait des sons qui puissent venir déranger le déroulement de notre rencontre. Ce soir, on est vraiment très privilégiés. On a des invités vraiment très intéressants qui sont avec nous. Ce midi, on a eu une courte rencontre pour se préparer. Et vous allez voir que leurs propos vont être vraiment très intéressants. En termes de déroulement, ce sera assez simple. Moi, je vais me limiter très rapidement au cours des prochaines secondes et pour laisser la place à nos invités. Avant toute chose, moi, je vais vous inviter à tenir des propos donc respectueux, des questions en lien avec la thématique de ce soir, donc qui est vivre en temps de pandémie en tant qu'entraîneur. Et pour ce faire, on a des invités vraiment très intéressants. Et dans l'ordre, je vais donc laisser la parole à Olivier Bertrand, qui est directeur général chez Waterpolo Québec, qui, lui, va venir nous expliquer pourquoi il est important pour le regroupement des fédérations aquatiques de tenir cette série de rendez-vous. Ensuite, je vais demander à mon collègue Joey Toupin, qui est intervenant dans notre équipe d'intervenants au service d'écoute et d'accompagnement chez Sportaid, de venir faire un bref portrait de ce qu'est la réalité des entraîneurs en contexte pandémique depuis un an. Donc, ce que l'on reçoit, nous, comme témoignage, comme demande d'accompagnement. Et par la suite, dans l'ordre, 3 entraîneurs que vous connaissez probablement dans différents sports. Donc, en premier lieu, ce sera Caroline Arcan, qui est entraîneur au club de sauvetage Damoclès de Val-d'Or. Ensuite, ce sera Amy Désilet, entraîneur-chef du club de natation des Bois-Francs, nominé au prochain gala Égalaction. Bravo, Amy. Et puis finalement, ce sera Stéphane Lapointe, entraîneur-chef du club de plongeon chez Camo, qui va vous, à tour de rôle, donc après Caroline et Amy, qui vont venir là, vous présenter leur réalité depuis un an en tant qu'entraîneurs, comment ils vivent ça, eux, chacun à leur façon, la pandémie. Et suite aux propos de nos 3 entraîneurs et de Joey, ben, ce sera M. Jean-Paul Richard, qui est conférencier en sciences de la motivation, coach de performance, qui a accompagné et qui accompagne encore des entraîneurs, des athlètes, donc dans sa pratique au quotidien. Donc, Jean-Paul sera invité à rebondir sur le propos de Joey et de nos 3 entraîneurs invités. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Olivier Bertrand. Et moi, ben, déjà, je vous invite à nous adresser des questions si vous en avez des préoccupations. Et moi, ben, je vais les adresser à nos panélistes invités. Et puis, je vous précise aussi que l'activité de ce soir, ben, nous allons l'enregistrer et puis qu'elle sera rendue disponible sur les plateformes de vos différentes fédérations. Alors, Olivier, à toi la parole. OK, je pense qu'il fallait me donner la permission de. Oui, vas-y. OK, vous m'entendez? Tout est beau? Absolument. Parfait. Ben, écoutez, d'abord, j'aimerais remercier le groupe Select qui s'est pointé ce soir. On va espérer que les gens vont se joindre à nous, mais on compte vraiment sur vous de contribuer avec vos questions. Là. On est un peu plus dans l'intimité, donc ça va être bien. Moi, l'important pour moi d'être ici, c'est de représenter les fédérations puis d'expliquer un peu le modus operandi et les réflexions qu'on a eues collectivement là, pour mettre ça sur pied. D'ailleurs, je remercie Sportaid d'être embarqué dans l'aventure avec nous. En gros, on s'est rendu compte, ben, nous, les fédérations, on a eu un mandat grâce à un énoncé ministériel il y a bientôt 2 ans qui nous a un peu forcé la main ou qui nous a obligés de prendre conscience du sport sécuritaire. C'est-à-dire, puis là, on le voit encore maintenant, que le sport sécuritaire est très important. Par contre, il n'y a pas que le sport physique, il y a aussi le soutien psychologique. Et au-delà du harcèlement et tout ça, il y a aussi juste le quotidien qui est exacerbé par la pandémie. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de soutien psychologique pour les différents intervenants de nos sports. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 6 séances. Et cet énoncé-là était au cœur du départ de la réflexion qu'on a eue collectivement, pas juste au niveau des fédérations aquatiques. Ensuite, on a les fédérations, toutes les fédérations ont dû signer une politique de protection de l'intégrité et on considère que cette initiative-là s'inscrit aussi
de santé mentale dans la protection de l'intégrité de chaque individu. Donc, encore une fois, c'est ancré un peu dans la mouvance des politiques des fédérations. Ensuite, on s'est rendu sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin au niveau de soutien psychologique qui n'était pas assouvi. Pourquoi? Parce que les institutions, que ce soit le club, que ce soit les conseils d'administration, ne sont pas équipés pour trouver ces ressources-là. Et on savait, nous, que SportAide est en train de bâtir une structure d'accompagnement qui était sous forme de webinaire. Donc, avec Sylvain, on a réussi à travailler un peu le concept pour justement l'adapter non seulement au sport, mais au sport aquatique. Moi, je viens du water polo, mais on partage les mêmes bassins, on a les mêmes contraintes au niveau des installations. Puis, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des clubs qui sont multisports. Donc, au sein du même club, il peut y avoir plusieurs disciplines. Donc, tout pointait dans la direction de travailler ensemble. Et donc, au niveau du monde aquatique, et bien entendu, on voulait aussi favoriser les échanges. Donc, de comparer peut-être une problématique ou un défi au niveau du water polo, dans le fond, elle est peut-être partagée par les autres sports. Donc, on croyait que tout ça, on mettait ça dans un webinaire grâce à la technologie. Maintenant, ça nous permettait d'aller de l'avant, puis encore un peu de resserrer les liens entre nos différentes disciplines. Puis en terminant, on voulait aussi donner une opportunité d'explorer des options, des outils qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir retourner dans vos milieux avec, en sachant que vous n'êtes pas tout seul dans ce milieu, à vivre cette pandémie-là de cette façon-là, mais aussi de dire, moi, j'ai appris des outils à travers ces webinaires-là que je peux ramener sur le terrain. Donc, c'est un peu, dans un résumé, là, ce qu'on voulait, nous, les cinq directeurs et directrices des sports aquatiques. Donc, on parle de natation artistique, water polo, natation, plongeon. On a aussi la société de sauvetage et j'oubliais le triathlon. Donc, ça se peut aussi qu'on ait des gens de triathlon là, qui se joignent à nous. J'en dirai pas plus. Je vais laisser la place aux panélistes. Je vous remercie beaucoup d'être là. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec vos fédérations pour dire si vous avez apprécié ou non ou les choses qu'on aurait à améliorer, parce que ça, on va refiler ça à Sylvain, puis on va essayer de s'améliorer tout au long de ces webinaires-là pour être le plus pertinent possible. Donc, bon webinaire. Merci, Olivier. Puis c'est le fun parce qu'il y a des gens qui continuent à s'ajouter. Ce que j'ai oublié de mentionner dans l'introduction, notre objectif, on a débuté à 19h, presque 5 minutes. On s'attend de jouer ça dans à peu près 60 minutes, mais si le besoin est là pour dépasser, on ne fermera pas l'émission. On va continuer ensemble, soyez sans crainte. Mais notre objectif, c'est de terminer aux alentours de 20h05 ou à peu près. Alors, Joey, c'est à ton tour. Bonjour tout le monde. Sylvain l'a mentionné. Là, moi, je vais être assez bref là, parce qu'on a des invités très intéressants. En fait, moi, je suis intervenant à la ligne, là, puis je vais faire un petit topo en fait, des principaux motifs, en fait, les raisons pour lesquelles les gens nous appellent sur la ligne, les entraîneurs spécifiquement. Il y a des motifs qui sont différents selon le chapeau qu'on porte, mais étant donné qu'on parle principalement des entraîneurs ce soir, c'est juste pour que vous voyez qu'à la ligne, on en a reçu des appels dans la dernière année. Oui, SportAide, c'est pour la violence dans le sport, mais on a élargi nos services justement avec la pandémie pour que les athlètes, les entraîneurs, les gens du sport qui baignent là-dedans, mais qui puissent nous appeler justement pour qu'on puisse les accompagner avec les problématiques de la vie quotidienne reliées à la pandémie. Donc, pas seulement de la violence, mais c'est perte de motivation, etc. Puis, les entraîneurs, c'est certain que ce qu'on remarque beaucoup, c'est que on dirait qu'on est capable, en tant qu'entraîneur, quand on a un athlète qui vient nous voir une fois par semaine ou une fois par mois ou quoi que ce soit, quand il y a un petit bobo à gauche, à droite, on est capable de le gérer. On a notre charge émotionnelle, on dirait qu'elle est gonflée à bloc. On est disposé à accompagner l'athlète qui est devant nous, qui vit une problématique quelconque, que ce soit en lien avec le sport, la famille ou quoi que ce soit. Mais quand c'est rendu qu'avec la pandémie, vous avez à peu près, vous pouvez avoir 2, 3, 10 athlètes quasiment par mois qui viennent vous voir, 2, 3 par semaine, on dirait que la charge augmente. Puis c'est tout le temps. En tant qu'entraîneur, on a nos défis personnels à nous, professionnels, à vouloir gérer, donc ça demande beaucoup d'énergie. Puis en plus de ça, tu as des athlètes qui viennent te voir, puis souvent, c'est pour une charge additionnelle. Fait que là, on dirait que tu es tout le temps en train de siphonner là, du négatif puis de la charge émotionnelle tout le temps. Puis on dirait que des fois, on manque de motivation, on manque de créativité, on ne sait plus trop comment intervenir. Je parle par là que ça peut être. On a vu à la ligne que c'était des troubles alimentaires, il y avait des pensées suicidaires chez les athlètes qui surgissent. Donc, c'est des grosses problématiques qu'on n'est pas habitué de jongler avec dans notre quotidien en tant qu'entraîneur.
Puis d'ailleurs, à cet égard-là, quand je vais fermer mon micro dans quelques instants, je vais mettre dans la discussion des références. En fait, nous, chez Sportaid, notre mission, c'est d'intervenir à la ligne, mais c'est aussi de référer. Donc, quand on est conscient que ça sort de notre domaine d'expertise, on réfère à d'autres organismes avec qui on travaille étroitement. Ces organismes-là, avec qui on a référé beaucoup ces derniers mois, je vais les inscrire en commentaire avec un petit descriptif là, qui vous explique c'est quoi leur spécialité, en fait. Donc, c'est ça. Puis JP va faire beaucoup de pouces là-dessus, je pense, aujourd'hui, mais ça va être vraiment d'apprendre à prendre soin de soi parce qu'à force de prendre soin de tout le monde, on dirait qu'on s'épuise des fois puis on s'oublie. Mais ça, JP va faire des liens incroyables avec ça, puis les panélistes aussi. Donc, moi, je m'arrête tout de suite. Merci, Joey. Alors, directement de l'Abitibi, la grande Abitibi. On va demander à Caroline de nous faire un témoignage sur comment elle vit ça, elle, la pandémie, depuis déjà, on peut dire, plus qu'un an maintenant. Caroline, c'est à toi. Oui, donc, ouais, petit topo de comment ça s'est passé chez nous. Dans le fond, il faut savoir que moi, j'entraîne surtout des jeunes de 10 à 15 ans majoritairement. Il y en a quelques-uns des plus vieux, là, mais c'est principalement des jeunes. Quand tout a arrêté en mars, bon, on a pris comme quelques semaines de pause juste pour réaliser ce qui se passe. Puis ensuite de ça, on a mis des entraînements, on a organisé des entraînements en ligne. Donc, sur Zoom, des entraînements plus de musculation, un petit peu de cardio, là, mais on s'entend que pour des enfants qui sont habitués d'être dans la piscine, il y en a qui venaient, il y en a que ça les rejoignait un petit peu moins. Mais au moins, on les faisait bouger, il y avait l'occasion de se voir, on les laissait discuter entre eux aussi un petit peu pour qu'ils continuent à socialiser. Puis, je dirais vers la mi-mai, on a commencé à sentir une baisse de motivation, un moins grand taux de présence parce que, bon, il commençait à faire beau. Quelques semaines plus tard, on a pu démarrer notre saison estivale avec des entraînements à l'extérieur qui se sont déroulés bon, avec quelques adaptations pour les mesures sanitaires, mais dans l'ensemble, ça se déroulait comme à l'habitude. Et étant en zone jaune, on a pu retourner à l'entraînement en piscine à partir de septembre. Donc, jusqu'à Noël, on a eu nos entraînements qui se sont déroulés encore là sensiblement comme on était habitué. En décembre, ça s'est arrêté et ça n'a pas reparti en janvier. Puis on pensait que ça allait être pour quelques semaines, mais finalement, ça s'est étiré. L'école a recommencé, mais pas le sport. Le sport parascolaire a recommencé, mais pas le sport civil. Fait que là, finalement, on va reprendre la semaine prochaine. Mais entre-temps, en janvier, moi, sur le plan professionnel, c'était quand même plus exigeant, plus difficile. Puis j'avais pas l'énergie, j'avais pas la tête à repartir des entraînements virtuels. Donc, j'ai pris la décision de mettre ça sur pause. Fait que depuis janvier, les jeunes de notre club n'ont pas eu d'entraînement. Puis comme entraîneur-chef, je ne suis pas allée solliciter mes entraîneurs non plus. J'ai vraiment décidé de prendre une petite pause. Puis je l'ai senti, là, surtout dans les dernières semaines, les parents m'écrivaient « As-tu une idée quand est-ce que ça reprend? J'ai hâte. » Les parents ont hâte que ça recommence, puis les enfants aussi. Mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment, dans les dernières semaines, les derniers mois, pensé à moi un petit peu de manière égoïste parce que je ne sentais pas que j'aurais pu offrir quelque chose de qualité aux jeunes. Fait que ça ressemble à ça, le topo de la dernière année de mon côté. Merci, Caroline. Moi, j'ai déjà hâte d'entendre Jean-Paul tantôt là-dessus, mais c'est un témoignage vraiment très, très intéressant et très pertinent à entendre. Alors, Jean-Paul, je suis convaincu que tu te prépares. Alors, Émy, c'est à toi. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument, Okay. Émy, on t'entend bien. Super. Donc, moi, en fait, juste pour mettre en contexte, mes groupes d'entraînement principaux sont le sport-études, puis le niveau collégial. Puis à part de ça, le reste du club, c'est mes entraîneurs adjoints qui s'en occupent principalement. Mais quand la pandémie est arrivée, nous, au club, ça a été
de façon générale, c'est sûr que partout, il y a eu un petit mouvement de panique de la part de tout le monde. Mais je vous dirais qu'au club, on était dans une phase de mise en place de projets. On était comme tout le temps sur la go. Il y avait des projets qui se faisaient. On était comme tout le temps en mode de trouver des nouvelles idées, même avant la pandémie. Donc, quand ça a arrêté, on a pris un petit moment pour essayer de voir comment on pourrait adapter ça. Puis, je vous dirais que le mot qui décrit le plus l'année de pandémie qu'on a eue, c'est adaptation. En tout cas, dans mon cas à moi, ça a vraiment été ça. Donc, j'ai appris à m'adapter beaucoup. Donc, au début, un peu comme Caroline l'a dit, ça a été des entraînements en Zoom. Puis, quand est arrivé le beau temps, nous, on a la chance d'avoir un lac à proximité. Fait que les jeunes sentaient le besoin de se revoir en gang. Fait que en respectant toutes les mesures, on a vraiment offert des entraînements extérieurs de groupe, ce qui a permis autant aux jeunes de se revoir, mais aussi moi, j'avais besoin de voir mes jeunes puis de voir ma gang. Fait que moi, ça m'a fait du bien tout l'été de pouvoir avoir un semblant de normal sans, évidemment, il n'y avait pas de compé, mais au moins, il y avait un esprit de groupe qui était là, fait que ça a fait du bien de ce côté-là. Puis là, en septembre, ben, c'est sûr que c'est la rentrée, donc les jeunes et moi-même, on s'attend à ce que ça reparte normalement parce que c'est ce qu'on croyait avec l'été qu'on avait eu. Donc là, on prépare tout comme si c'était le retour à la normale, le retour aux entraînements réguliers. Puis, je vous dirais que le début d'année, c'est super bien fait. On a fait des compétitions à l'interne. Donc, les jeunes pouvaient avoir des référents à l'interne, des petites compétitions, des objectifs personnels. Mais en arrivant en décembre, c'est là que ça a été le plus dur. Là, on avait comme déjà 4 mois de fête sans rien de concret. Puis pour moi aussi, c'est vraiment en décembre que ça a été le plus dur parce que là, ça faisait comme presque un an. Puis là, je me rendais compte que c'était vrai, qu'est-ce qu'on vivait, puis que ça allait durer peut-être encore plusieurs mois. Donc, j'ai tendance à créer beaucoup de projets, à tout le temps garder les jeunes actifs, autant parce que moi, j'ai besoin d'avoir comme quelque chose de concret à quoi me rattacher pour pouvoir faire mon travail. Puis, je sentais aussi que les jeunes avaient besoin d'avoir des activités tout le temps pour essayer de garder un certain focus, quelque chose qui les lie, parce que sinon, on avait... C'est facile de se laisser aller puis de devenir comme... les émotions prennent le dessus. Puis j'avais l'impression que dans leur cas, à eux, et dans mon cas, on avait besoin de se rattacher à quelque chose. Donc, ça a été un petit peu comme ça qu'on a fonctionné. Mais quand on a pogné notre mur, surtout moi, j'ai pogné mon mur, on a comme pris les vacances de Noël, ça a bien tombé, c'était les vacances de Noël, mais après ça, ça a été plus dur de repartir. Donc, janvier, février, mars, ça a été plus dur parce qu'on voyait qu'il n'y avait comme rien encore qui arrivait, qui se passait. Mais on a, en tout cas, moi, en tant qu'entraîneur, j'ai pris la décision de autant l'année passée, quand ça a commencé, que maintenant, de m'entourer d'un CA puis d'une équipe de parents qui sont présents pour leurs jeunes puis qui étaient capables de me donner des outils puis de m'aider là-dedans. Puis, on a essayé le plus possible, le club, de fonctionner avec notre région. Donc, aller chercher dans les autres régions comment ils fonctionnaient versus nous pour essayer des fois de voir, bon, mais est-ce que ce qu'on fait, c'était bien? Est-ce que ce qui se fait ailleurs, on pourrait l'essayer ici? Parce que des fois, on est comme à court de... Nous, on essayait tout le temps de faire des nouveaux projets, mettons, au mois et demi pour pas que ce soit monotone. Mais fait que nous, c'était vraiment notre façon de faire. On s'est adapté le plus souvent possible. Puis on était allé chercher de l'aide le plus qu'on pouvait. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on pogne notre mur, puis je pense que c'est normal de le pogner. Mais si on va chercher, si on s'entoure, je pense que ça peut mieux aller. Fait que je dirais que dans notre cas, présentement, ça va super bien. Mais c'est sûr que c'est des up and down qu'il faut gérer tout le temps. Fait que ça ressemble un peu à notre topo. Merci, Amy. Pour Amy, Caroline et Stéphane, tous les trois, ils auront probablement des choses à ajouter dans la prochaine heure. Moi, je vous invite, là, je vous rappelle, si vous avez des questions, déjà à me les adresser. Si vous ne voulez pas les poser parce que ça vous indispose, ça vous gêne, adressez-les-moi. Je vais les adresser à nos panélistes sans nommer de qui les questions proviennent. Mais il ne faut pas vous gêner. Cette rencontre-là est là pour vous. Alors, profitez de ce moment-là. On est là, les panélistes sont là pour vous partager et échanger avec vous. Stéphane, c'est à ton tour. Allô tout le monde. Oui, ce que Caroline et Amy ont dit, je pense qu'on l'a tous vécu.
Pour moi, j'ai vécu la pandémie en plusieurs phases. Il y a eu la première phase qui était le confinement total et qui était tout le monde dans le même panier. Donc, c'était un peu, sincèrement, plus facile à gérer parce que tout le monde était dans la même situation. Je suis chanceux, j'ai une équipe de laquelle mon équipe à Camo Plongeon, je suis très bien entouré. On a tous des forces différentes, donc c'était facile un peu de gérer qu'est-ce qu'on va faire, comment on va innover, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser. Tout le monde est embarqué là-dedans. J'ai un CA aussi qui était prêt à se rencontrer n'importe quand pour trouver les bonnes solutions et tout. La partie plus difficile, je l'ai vécue après, quand on a réouvert à l'été. C'était super le fun. Puis après ça, ça s'est mis à se reconfiner, mais de façon pas nécessairement toujours bien comprise. Donc, exemple, j'avais des athlètes sur l'équipe nationale qui ne pouvaient plus plonger, mais j'avais des athlètes sport-études de 10 ans qui pouvaient plonger. Donc, là, il y a un sentiment d'injustice qui s'embarque. Là, ça devient beaucoup plus personnel et complexe. Donc, en tant que coach, ça a été dur à gérer toutes les émotions de chacun des athlètes. Je pense que c'est important de laisser la place des écouter à la base. J'ai eu beaucoup de travail d'écoute empathique avec Jean-Paul, entre autres, dans les dernières années, qui m'a beaucoup servi, veut pas, dans la pandémie. Jean-Paul, aussi, pendant notre fédération, a été quand même proactive, qui a décidé d'investir dans les entraîneurs. Donc, on avait des rencontres avec Jean-Paul pendant la pandémie sur comment prendre soin de nous en tant qu'entraîneurs. Donc, c'était un peu mon moment pour ventiler, pour dire mes façons, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, puis comment je peux aider mes athlètes un peu mieux. Donc, avec les athlètes, c'était beaucoup en mode solution. La motivation était toujours elle est encore, on s'entend comme ça. Au début, j'essayais de garder les athlètes super motivés pour me rendre compte que, OK, c'est peut-être pas la chose à faire, d'accepter leur motivation actuelle, puis de l'utiliser pour communiquer avec eux, puis développer une stratégie, puis les embarquer encore plus dans la planification, puis dans l'établissement d'objectifs, puis de pourquoi on fait ça, puis pourquoi on s'entraîne, qu'est-ce que ça nous amène. Il n'y a plus de compétition, donc, qu'est-ce qu'on peut aller rechercher de tout ça? Je trouvais ça super le fun. Amy, elle a apporté le point de l'équipe. Puis moi, mon équipe nous a été très, très serrée pendant la pandémie. À un moment donné, au mois de mai, après 3 mois de confinement, bien, on a décidé d'aller, tous les coachs ensemble, aller visiter les athlètes sport-études à travers on a des athlètes sport-études de Trois-Rivières à Cowansville, juste pour vous donner une idée. Donc, on est allé visiter 40 athlètes en 3 jours différents partout au Québec, juste pour leur dire « Hey, on est là, on pense à vous. » Puis, on ne peut pas faire ce qu'on est en ce moment, mais juste que vous sachiez qu'on pense à vous puis qu'il y a du monde en arrière de vous. Donc, je pense que c'est un peu ça que les athlètes ont besoin dans ces temps-là, c'est de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, sont bien encadrés. C'est un peu la même chose pour nous, les coachs, c'est de bien s'entourer pour savoir que non, on n'est pas tout seul, on est plusieurs dans la situation. Donc, pourquoi pas se rallier pour prendre les bonnes idées de tous et chacun. Merci Stéphane. Il n'y a toujours pas de questions qui apparaissent dans le chat. Peut-être que vous attendez de les poser à micro ouvert tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ah, tiens, il y en a une qui vient d'apparaître. Mais peut-être que vous les réservez pour les poser ad lib à micro ouvert. Ça aussi, ça sera permis, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, Jean-Paul, je pense qu'il y a de la matière pour rebondir pour toi pour au moins 2 minutes. Alors, Jean-Paul, je te laisse y aller. Vas-y. Merci. Merci, Sylvain. Merci, les entraîneurs. Encore une fois, toujours inspirant, toujours extrêmement intéressant d'entendre la façon que vous vous êtes adaptés. Moi, ce que je retire de ce que vous avez témoigné, c'est que présentement, dès le début de la pandémie, comme Stéphane a dit, j'ai essayé d'aller soutenir vraiment les entraîneurs pour leur lancer le message de présentement dans une situation extraordinaire comme on est depuis 1 an, c'est tellement important en tant qu'entraîneur de prendre soin de soi. Puis d'introduire un peu des mots où est-ce que peut-être on n'est pas habitué en tant qu'entraîneur d'utiliser beaucoup. Donc, ce qu'on a fait dès le premier confinement, c'est qu'on est allé parler de devenir vraiment conscient en tant qu'entraîneur, donc d'autoconscience, de comprendre ce qui nous entoure, parce que c'est vraiment compliqué, mais surtout comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous aussi, donc les différentes émotions qui se passent à l'intérieur de nous. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a discuté. Pour ensuite de parler de compassion.
On parle beaucoup d'empathie. Donc, empathie, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ça, les entraîneurs, c'est très important de le faire pour nos athlètes puis les personnes qui nous entourent, mais aussi d'avoir de la compassion, donc d'avoir comme une action pour aller plus loin que l'empathie, mais d'aller vraiment supporter. Puis c'est là que j'ai introduit, encore une fois, un mot de autocompassion. C'est important d'avoir la compassion pour les autres, mais d'avoir de l'autocompassion pour soi en tant qu'entraîneur, d'être vraiment gentil avec soi-même parce que c'est une situation tellement compliquée que par la suite, si on le fait, on va être en mesure de supporter les autres vraiment de la meilleure façon. Fait que, ce qui est vraiment, là, je pense, important présentement, c'est d'être agile. Puis on est habitué d'utiliser ce mot-là, d'être agile dans les différents trucs qu'on fait techniquement ou physiquement. Mais je pense que depuis 1 an, c'est super important d'être agile émotionnellement. Puis développer vraiment cette habileté-là d'être agile émotionnellement. Puis comment on est vraiment agile émotionnellement? Bien, Stéphane a vraiment touché un point, Amy la même chose, puis Caroline la même chose. Je pense que c'est vraiment important d'être à l'écoute, d'accueillir vraiment les sentiments, quelquefois qui sont négatifs, parce que c'est normal, je pense que présentement, qu'il y ait des sentiments négatifs, et de les accueillir et vraiment les écouter et surtout de les comprendre, ces émotions-là. Oui, c'est important d'accueillir les émotions négatives de nos athlètes parce que c'est ce qu'ils vivent présentement, mais c'est important aussi d'accueillir nos émotions négatives aussi. Donc, de les valider, ces émotions-là, puis d'être OK avec ça. Puis ce qui est intéressant avec le concept d'agilité émotionnelle, c'est que les émotions, peu importe qu'elles soient négatives ou positives, c'est des données. Ça vous donne de l'information, ce n'est pas des directives. Les émotions ne vous dirigent pas, ils vous donnent des informations, puis vous pouvez vraiment utiliser cette information-là pour vraiment agir dans votre milieu. Donc, quand j'entends Caroline qu'elle a décidé de prendre la décision parce qu'elle s'est écoutée, puis elle a été vraiment agile avec elle, puis elle a dit, regarde, moi, je ne peux pas faire des entraînements virtuels là parce que ça risque d'être dangereux pour ma santé à moi. Je trouve que c'est très agile de faire ça. Et le fait d'ensuite de ça, de le dire pourquoi qu'elle a pris cette décision-là. Et là, les gens sont capables de comprendre. Et là, il y a beaucoup d'empathie collective qui est en train de s'installer. Mais il y a d'autres façons de connecter avec les athlètes. Puis c'est cette agilité-là qu'on peut vraiment trouver. Stéphane, ce qu'il vient de dire, de faire un voyage pour aller visiter les athlètes, je lève mon chapeau à ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Habituellement, dans le normal, on n'a pas le temps de faire ça. Présentement, c'est d'être agile de cette façon-là pour trouver des façons pour aller vraiment connecter avec les gens. Amy, ce qu'elle a dit, c'est quand elle dit « j'ai été en mesure de demander de l'aide, de m'entourer ». Pour moi, c'est de l'agilité, ça. C'est vraiment d'être agile et de dire « regardez, j'ai pogné mon mur. OK? Qu'est-ce qu'on fait quand on pogne notre mur? » Des fois, on peut avoir tendance à le cacher, on peut avoir tendance à dire « non, non, je suis fort, je suis fort ». Le fait de voir Amy de dire « non, je suis allé chercher de l'aide, je suis allé chercher des alliés auprès des parents et tout ça », c'est ce type d'agilité-là qui est important émotionnellement présentement parce qu'ensemble, on est plus fort, ensemble, on va passer à travers cette crise-là et c'est vraiment de cette façon-là qu'on va s'entraider. Puis ce que je trouve très beau ce soir, c'est que vous vous êtes regroupés, les sports aquatiques. Et souvent, c'est qu'on est tellement focusé qu'on est dans notre sport, dans notre silo un peu. Là, vous avez ouvert ça, vous avez fait éclater les silos, puis là, vous êtes tous là ensemble, que vous pouvez vous entraider en sport aquatique. Je trouve ça vraiment merveilleux, puis c'est vraiment ça de l'agilité présentement. Je sais, mon micro n'était pas ouvert. Merci, Jean-Paul. On a 2 questions. Ah, bon, mais Olivier, vas-y donc. Tu dis que tu as une intervention, puis après ça, on va adresser les premières questions qui ont été. Bon, moi, théoriquement, j'ai un chapeau d'administrateur. Oui, j'ai entraîné pas mal de temps dans ma vie, mais ce que je peux retenir aussi de la séance pour les administrateurs qui s'applique, je crois, à toutes les sphères, c'est le concept d'anticipation. C'est que la COVID nous a imposé, nous a enlevé un peu l'action
Puis on a comblé ça avec de l'anticipation. Alors là, on a fait, bon, on fait quoi? Là, on est stationné, il n'y a plus rien qui bouge. Et ce qu'on s'est rendu compte, puis j'aimerais entendre les coachs là-dessus, c'est que cette anticipation-là fait en sorte que c'est comme si ton disque dur est toujours en train de rouler. 24 heures sur 24, parce que tu te dis, bon, ben, demain matin, qu'est-ce qui va arriver? Demain matin, contrairement à quand tu as une planification, tu dis, ben, je m'entraîne pour un championnat canadien. Oui, il peut y avoir des petites choses. Puis on a comme pris une décision collective, les administrateurs un peu ensemble, de diminuer ce niveau d'anticipation-là pour essayer de revenir à ce qu'on peut contrôler. Ça a quand même enlevé un certain stress, une certaine pression d'attente de résultats, et ainsi de suite, parce qu'on se dit, on ne sait même pas qu'est-ce que M. Legault va nous dire demain. On ne peut pas commencer. Je ne sais pas vous autres, là, mais le nombre de temps de bassin que j'ai réservé et que j'ai déprogrammé, que j'ai reprogrammé, que j'ai redéprogrammé, je ne peux même pas le compter le nombre de fois que j'ai fait ça. Puis ça, c'est de l'énergie qu'on dépense à chaque fois à essayer d'être créatif. C'est là qu'on se rend compte que la créativité, qui est reliée un peu à l'anticipation, parce que là, il faut que tu donnes quelque chose à tes gens, est drainante. Moi, j'aimerais ça entendre peut-être les entraîneurs s'ils ont senti cette anticipation-là, puis jusqu'à quel point ça a un peu envenimé leur quotidien. Je vais voir, là, je pense que probablement que si les gens veulent parler, comme j'ai muté tout le monde, est-ce que des gens lèvent la main? Avez-vous envie de parler pendant que je cherche comment je démute tout le monde? Touc, 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 touc. En fait, Amy et moi, on a ouvert nos micros. Je pense allez-y, allez-y, pendant que je cherche. Vas-y, Amy, j'enchaînerai après. Ben, en fait, Olivier, il dit justement comme de l'anticipation, mais je ne sais pas pour vous, mais au début, nous, on s'est dit, on va faire un genre de challenge à distance. C'était notre façon de garder les gens actifs. Puis là, après ça, on a fait des entraînements à l'extérieur. Puis là, quand l'année a repris, on s'est fait dire, ben là, vous pouvez reprendre les entraînements, mais on ne sait pas, ça va-tu fermer, ça va-tu rester ouvert? On ne le sait pas. Fait que nous, on a fait des plans en se disant que, bon, on part l'année et on verra. Puis là, tranquillement, pas vite, ça ferme. Et là, ça réouvre, mais on ne sait jamais. Fait que là, on dirait qu'aux 2 semaines, on est en train de faire et refaire autant de la planification que des horaires pour les jeunes. Puis là, après ça, c'est aussi les jeunes et les parents qui posent des questions de quand est-ce qu'on va recommencer, comme Caroline le disait tantôt, quand est-ce qu'on va recommencer, quand est-ce que ça revient. Donc là, on dirait qu'on est tout le temps dans le mode essayer de prévoir 2 coups d'avance, mais on ne sait pas ce qui s'en vient. Fait qu'on essaie de prévoir sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est un petit peu touché là-dessus. Donc là, personnellement, ce que j'essaie de faire le plus ces temps-ci, c'est demander aux jeunes qu'est-ce qui leur ferait plaisir puis qui les garderait comme de bonne humeur, mettons, à venir s'entraîner, vu qu'ils n'ont pas nécessairement quelque chose qui les motive directement. Donc, en leur demandant ça, ça fait comme 2 semaines que je fais ça. Puis là, ils savent qu'une fois par semaine, je peux faire une activité avec eux qui sort du cadre d'entraînement, mais qui leur fait plaisir. Fait qu'on dirait que ça leur donne un but de se pointer à l'entraînement, de se pointer dans le cadre scolaire, là, parce que c'est sport-études, mais ça leur donne un objectif. Fait qu'on anticipe un peu moins, vu qu'on ne sait pas, peut-être que dans 2 semaines, on va tout retourner en zone rouge, puis ça va arrêter, on ne le sait pas. Donc, on dirait que de cette façon-là, c'est comme ça qu'on a transformé l'anticipation en, qu'est-ce qui ferait plaisir pour cette semaine? On verra la semaine d'après, par la suite, là, mais une semaine à la fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Stéphane, Caroline, vouliez-vous ajouter quelque chose? Moi, je pense que l'anticipation a évolué aussi au sein de la pandémie. Au début, c'était M. Legault disait quelque chose, puis c'était ça qui se produisait. Maintenant, M. Legault annonce quelque chose, puis souvent, tout le monde l'apprenait en même temps. Les fédés, les clubs, les athlètes, les entraîneurs l'apprenaient quand M. Legault disait la nouvelle. Là, je pense que c'est un peu mieux organisé. Mais quand M. Legault dit quelque chose, maintenant, on est rendu dépendant de ce que la santé publique de ta province, de ta région dit, de ta municipalité, de ton centre d'entraînement. Donc maintenant, quand on reçoit une annonce, on attend parce qu'on n'est plus on a la réponse, on est dans l'attente de les autres entités qui prennent les décisions. Qu'est-ce qu'ils vont dire, eux? Donc, c'est un peu plus pessimiste parce que tu te dis, OK, il y a plusieurs filtres, puis à chaque filtre, nos chances diminuent. Avant, c'était un filtre.
Maintenant, on est rendu à 5-6 filtres. Donc, de plus en plus, les belles nouvelles qui sont annoncées à la télé se transforment en mauvaises nouvelles rendues à nous. Donc, c'est quand même difficile à gérer ce côté-là. Comment on peut vivre ça, Jean-Paul? Ce que Stéphane vient d'exprimer et qui fait plein de sens, là, je vois tout le monde qui fait ça. Là, comment on peut s'adapter à ça? On peut-tu s'adapter à ça? On peut-tu s'habituer à ça? Moi, je pense que ça commence vraiment à se parler présentement, là, mais je pense qu'on n'a pas entendu beaucoup parler dans le sport présentement. Mais je pense qu'on va avoir besoin d'établir une transition vraiment très claire entre ce qu'on avait avant puis ce que va être le nouveau normal. Parce que ça va être un nouveau normal. Mais j'ai l'impression que quand je discute avec les différents entraîneurs ou les administrateurs, on a tout le temps tendance à anticiper, un peu comme Olivier parlait, de vouloir revenir exactement comme on était avant. Mais je pense qu'on doit accepter collectivement qu'il faut avoir une transition vraiment établie pour établir une nouvelle façon de fonctionner. Et ça, je crois que ça va éviter de tout le temps comme dépenser beaucoup d'énergie à vouloir s'adapter et être réactif quelquefois et juste de prendre peut-être certaines discussions pour dire, OK, qu'est-ce que va être le nouveau normal, puis est-ce qu'on est prêt à accepter vraiment ça? Et je pense qu'on peut commencer à avoir ces discussions-là. Je pense que dans le monde du travail, ils commencent à avoir ces discussions-là. Les gens, juste par exemple, les gens commencent à voir que peut-être avant, on voyageait beaucoup trop. Là, maintenant, dans le nouveau normal, peut-être que ça va être mieux établi, qu'on va voyager un peu moins. Dans le sport, comment qu'on peut établir ces nouvelles normes-là ou ces nouvelles façons de ce nouveau normal-là et d'accepter aussi ça? Je pense que c'est un peu la question qu'on doit commencer à discuter présentement, là. Parce que à toutes les fois que j'entends quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai assez hâte que ça revienne à normalement », pour moi, ce que ça me donne comme signification, c'est que le changement n'a pas été encore fait. Ils ne sont pas encore conscients de la situation dans laquelle on est. Et faut faire son deuil de notre ancienne vie en tant que sportif et il faut trouver des façons, puis après ça, du sens à ce nouveau normal-là. Et je pense qu'on doit avoir cette discussion-là. Comment on passe de l'ancienne à la nouveauté, puis quelles vont être nos façons de faire concrètement? Je pense que ça peut nous éviter de vraiment brûler peut-être de l'énergie en trop, là. Moi, j'avais une question que je gardais pour plus tard parce qu'il y en avait déjà qui étaient dans le chat, mais pour faire un lien sur ce que tu viens de dire, je l'adresse à toi, je l'adresse aux 3 entraîneurs aussi. Qu'est-ce que vous allez retirer de ça? Parce qu'on retire, même si c'est plate ce qu'on vit, là, il reste qu'au final, on retire quand même, on est capable, je pense, de retirer du positif. Qu'est-ce que vous allez retirer de positif? Puis qu'est-ce qui va vous servir plus tard quand on retrouvera un semblant de normalité? Qu'est-ce que vous allez tirer de ça? Puis en quoi ça va pouvoir vous servir? OK, je me lance. Je sais qu'on avait discuté de ça avant. Moi, ce que je retire le plus, je pense que le sport en tant que tel était beaucoup, les objectifs étaient toujours reliés aux compétitions, à l'évolution oui, c'est sûr, de la technique, de la difficulté de ce qu'on fait, mais beaucoup aux compétitions, beaucoup au prochain niveau. Puis pendant la pandémie, on a appris je crois, mes athlètes m'ont appris à... il y a plusieurs types de motivation. Jean-Paul nous en a beaucoup appris là-dessus, intrinsèque, extrinsèque, de ce qui vient de nous, les médailles, les compétitions, tout ça, c'est à l'extérieur. Pourquoi je fais le sport en tant que tel? Puis la pandémie nous a forcé à nous poser les bonnes questions. Pourquoi je le fais? Puis maintenant qu'il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien, c'est quoi mes objectifs? Donc, je crois que ça va rester après la pandémie. En fait, j'espère que ça va rester parce que ça nous fait poser des bonnes questions qu'on ne s'est jamais posées par le passé, autant les athlètes que les entraîneurs. Puis ça nous fait voir peut-être qu'il y a une façon aussi de garder les jeunes plus longtemps pour les bonnes raisons au lieu que plus performants.
pour les mauvaises raisons à court terme. Donc, moi, j'espère que ça va rester avec le temps, puis j'espère qu'on est capable de se poser, puis de faire un bon résumé de c'est quoi nos objectifs réels, puis qu'est-ce qu'on peut aller chercher de ça. Donc, de se poser les bonnes questions, puis je suis très intéressé d'entendre ce que Jean-Paul a à dire là-dessus. Est-ce que tu veux y aller, Jean-Paul, avant qu'on laisse intervenir Caroline et Amy? Mon intervention d'avant, c'est exactement lié à ça, Stéphane. Est-ce qu'on va revenir, on va peut-être baisser, puis boum, on va essayer d'aller vers peut-être des motivations qu'on avait, donc les compétitions et tout ça, ou on va avoir appris, on va savoir poser les bonnes questions, puis on va être motivé sur des motivations de plaisir, de sens, d'utilité. Donc, si les athlètes et les entraîneurs s'engagent dans un processus d'entraînement pour développer des jeunes êtres humains à devenir actifs, qui faire des bonnes actions, la conséquence va être un résultat. Puis ensuite de ça, vous leur donnez tellement le goût, ils ont tellement du plaisir qu'ils vont continuer à rester actifs toute leur vie. Est-ce qu'on peut le faire? C'est un peu la question que je pose. Puis que, tu sais, plus on va avoir ces conversations-là, plus on va en parler, mais plus on va devenir conscient de tout ça. Et je pense que c'est très, très, très important d'avoir eu cette année-là, 2020, de pause pour peut-être être un reset, pour peut-être ensuite de ça se diriger vers ce type d'intervention que Stéphane a parlé. Moi, quand je vous entends nommer ça tous les deux, c'est sûr que nous, dans notre mission au quotidien chez Sportaid, où on encourage les sportifs à faire du sport pour les bonnes raisons, c'est sûr que là, c'est intéressant d'entendre ça parce que là, on se dit, on peut se permettre de penser que oui, là, des gens vont se questionner sur les réelles valeurs pour lesquelles ils ont une pratique sportive, les gens qui les entourent aussi, qui les encouragent dans leur pratique sportive. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Joey, je pense que tu t'es démuté, tu as envie d'intervenir. Puis après ça, Caroline, Amy, je vous laisse rebondir. Vas-y, Joey. Très rapidement, là, mais c'est parce que c'est vraiment le sujet le plus sensible et qui me tient le plus à cœur, ça, en fait. Puis c'est ce que j'ai vu beaucoup à la ligne aussi de la part des entraîneurs, c'est de remettre en question ce qu'on voit le sport, en fait, la raison pour laquelle le sport existe. Est-ce que ça sert à vraiment développer des machines, développer des athlètes, puis à performer uniquement, ou le sport peut servir de levier à développer, comme JP, tu disais, des êtres humains? Est-ce que les jeunes athlètes se développent positivement? Est-ce que l'entraîneur soit ait plus un rôle de mentor puis qu'il puisse faire développer des compétences de vie, des habiletés de vie à ces athlètes-là, puis qu'ils puissent non seulement être performants dans le sport, mais être performants dans d'autres sphères de leur vie? Toutes les habiletés que le jeune développe dans son sport, mais qu'il soit capable d'utiliser à l'école aussi, qu'il soit capable de l'utiliser au travail, puis qu'au bout du compte, après quelques années, mais toi, en tant qu'entraîneur, tu as non seulement aidé à ce jeune-là à performer dans son sport, mais il est rendu à l'université, puis il est rendu, il a une bonne job, puis puis toi, tu vois ça au bout du compte, tu es comme crime, il est rendu, il a fait les championnats canadiens, puis en plus de ça, il a fait ça, ça, ça. Mais c'est quelque chose à la ligne, c'est des grosses discussions que j'ai eues avec beaucoup d'entraîneurs. Puis je trouve ça, j'espère, moi, sérieusement, que ça va rester cette vision-là. Parce que c'est souvent quand on voit le sport seulement comme étant un levier de performance, mais c'est là que les comportements qui deviennent un peu plus sur les petits comportements problématiques borderline, qu'on vient dans un créneau où est-ce qu'on focus juste sur la performance puis pas l'être humain. Mais c'est là que des fois, on a tendance à embarquer dans des comportements qui sont plus ou moins sains et sécuritaires. J'ai utilisé le mot comme ça, mais oui, j'espère aussi, JP, que ça va être un sujet de discussion puis une vision qui va demeurer ça autant pendant la COVID que post-COVID. Exactement. Merci, Joey. Caroline, Amy ensuite. Ouais, en fait, je pense que si la pandémie n'avait pas duré 1 an, on n'aurait pas réalisé ces choses-là. Cet été, en fait, l'été dernier, il n'y avait pas de compétition, puis moi, j'ai remarqué que la motivation n'était pas la même chez les jeunes à venir s'entraîner, justement parce que il n'y a pas de compétition. Bon, je vais y aller, mais tandis que en ce moment, on le sait qu'il n'y en a pas de compétition cette année. Pourtant, le besoin est là. Les jeunes veulent revenir. Puis là, OK, dans mon cas, c'est arrêté depuis janvier. Puis là, quand est-ce qu'on recommence? J'ai besoin, je le sens à l'école, je le sens. C'est plus le besoin de compétition qui est là. C'est juste ils réalisent que le sport est bénéfique pour eux au-delà de
la performance. Amy? Bien, moi, en fait, ça rejoint beaucoup ce que Jean-Paul et Stéphane ont parlé par rapport aux objectifs, mais avant les fêtes, j'ai décidé de faire un genre de journal de bord avec les athlètes. Fait que c'était comme en ligne. Fait que moi, j'étais capable d'avoir de recueillir les infos, puis ils pouvaient le faire à la maison s'ils voulaient. Mais il y a des athlètes, des fois, que verbaliser qu'est-ce qu'ils ressentent ou qu'est-ce qu'ils veulent ou leurs objectifs, ils ont de la misère à le faire. Puis comme ils sont assez habitués avec leur cellulaire, je me suis dit que c'était une bonne idée de le faire là-dessus. Puis il y en a plusieurs que, en fait, il y avait 4 critères. Ils devaient m'écrire une chose qu'ils étaient fiers d'avoir réalisé dans l'entraînement, que ça soit technique, que ça soit juste un comportement. Il y en a qui sont plus jeunes, qui sont en train d'apprendre à gérer leurs émotions et tout. Fait que ça peut être par rapport à ça. Quelque chose qu'ils aimeraient améliorer, mais le but, c'était pas qu'ils se tapent sa tête. C'était vraiment qu'ils voient qu'est-ce qu'ils sont capables d'améliorer. Vu que présentement, il n'y en a pas de pression de performer, là, juste de progresser. Puis après ça, ils pouvaient mettre aussi une case de comment ils ont trouvé l'entraînement. Fait que ça me permet aussi de voir est-ce que moi, je me suis bien ajustée par rapport à eux. Puis la dernière case, c'était comment vous allez. T'sais. Parce que des fois, justement, verbalement, ils ont de la misère à le dire. Puis là, il y en a qui étaient capables de m'écrire ou juste de me donner une note sur 10 de comment ils allaient dans leur journée. Puis des fois, à la fin de la semaine, j'étais capable de savoir, OK, mais telle personne, elle aurait peut-être besoin de parler. Je l'ai vu dans son journal de bord. Fait que j'étais capable de l'approcher juste avec ça. Mais de cette façon-là, je pense que ça permettait aussi de moi m'ajuster pour qu'on garde un certain plaisir à venir s'entraîner, vu qu'il n'y avait pas justement de compétition ou rien qui, à la base, les motive. Bien là, ils étaient capables de se recentrer plus sur qu'est-ce qui les rend fiers de venir faire du sport. Fait que moi, c'est plus de ce côté-là que je trouvais que c'est quelque chose de positif là, qui va pouvoir rester. Merci, Amy. Avant de passer à d'autres questions, Jean-Paul, as-tu besoin de réagir sur ce qu'on vient d'entendre? C'est sûr que moi, ça vient vraiment m'orienter vers vraiment les fondements de la motivation. Puis, il y en a beaucoup qui m'ont entendu là, sur l'appel. Je parle beaucoup de besoins psychologiques chez les athlètes, mais chez les êtres humains. Donc, les entraîneurs qui ne sont pas au courant de ces 3 besoins psychologiques-là, ça vient d'une théorie de l'autodétermination qui est la théorie la plus vraiment valable en motivation présentement. Moi, je m'en ai servi comme cadre de référence en tant qu'entraîneur. Ces 3 besoins-là sont le besoin d'affiliation, donc un besoin psychologique d'affiliation qui, pour connecter avec nos amis, nos collègues, nos teammates, dans le fond, ça, c'est très, très, très important. Puis c'est quelque chose que présentement, qu'on manque beaucoup à cause des contraintes qu'on a dans la pandémie. Le besoin d'autonomie aussi est le deuxième besoin psychologique qui est très important, d'avoir vraiment de participer à nos programmes d'entraînement, vraiment à notre carrière sportive, autant chez les athlètes que les entraîneurs, c'est très, très, très important. Et ensuite de ça, le besoin de compétences, le besoin de s'améliorer et d'être compétent à chaque jour. Juste d'avoir ça en tête en tant qu'entraîneur, si vous êtes en mesure de créer les paramètres pour satisfaire ces 3 besoins-là, déjà, vous allez créer des conditions pour aller vers des motivations vraiment saines, autonomes, qui sont plaisir, sens, utilité. Quand ces 3 besoins-là sont frustrés, vous tombez vers l'ego, les récompenses. Olivier demande si les entraîneurs considèrent qu'ils ont un rôle à jouer dans le bien-être. Moi, de mon côté, ma réponse est oui. Si vous êtes en mesure de satisfaire ces 3 besoins psychologiques-là, automatiquement, vous allez toucher au bien-être des athlètes. Donc, quand j'entends Amy qu'elle a fait un journal, elle pose des questions, moi, ce que j'entends, c'est qu'à travers ces questions, elle donnait de l'autonomie à ses athlètes, elle créait de l'affiliation, puis elle les rendait compétents en demandant qu'est-ce qu'ils voulaient faire ou comment ils pouvaient participer à différents défis. Fait que des petites choses simples comme ça vont susciter ces 3 besoins psychologiques-là qui vont vraiment permettre de créer les conditions pour atteindre une motivation optimale. Question pour toi, Jean-Paul, puis après ça, il y aura une question pour nos 3 invités entraîneurs. Comment un entraîneur peut-il mieux gérer les attentes des athlètes et des parents en situation de gestion de crise? Puis je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'entendre les entraîneurs répondre à cette question-là, parce que vous l'avez vécu, vous le vivez. Mais Jean-Paul, peut-être en premier, puisque la question t'était destinée.
Ben regarde-moi, là, déjà en partant, ce qui est super important, c'est l'intention. C'est quelle est notre intention en tant qu'entraîneur? Est-ce que notre intention, c'est de développer, encore une fois, des jeunes êtres humains qui ont un rôle d'athlète? Donc, déjà en partant, si vous avez l'intention de développer, puis c'est vraiment une intention bienveillante, déjà votre posture d'entraîneur va être vraiment différente. Ensuite de ça, ben, les objectifs très clairs, très précis, puis être en mesure de vraiment les morceler, ces objectifs-là, pour vraiment mettre le processus très, très clair. Et si le processus est très, très clair, mais il va être le fun, ils vont s'améliorer, ils vont avoir du plaisir là-dedans. Donc, tous les 3 besoins psychologiques vont être satisfaits. Et la conséquence de ça va être les résultats. Et ça, ben, je pense que c'est très, très, très important d'expliquer ça aux parents et de vraiment créer une alliance, puis qu'ils font partie de l'équipe, être inclusif vraiment avec les parents par rapport à ça. Puis souvent, il faut répéter parce qu'ils n'ont pas la même conception que nous en tant qu'entraîneurs. Mais je pense que c'est de les faire participer. Puis là, quand ils voient que ça marche, bien là, ça devient des alliés. Puis c'est la même chose aussi au niveau des athlètes. Je trouve que la pandémie, c'est ce qui est arrivé, ça nous a forcés à être encore plus attentifs au processus parce que c'était ce qu'on avait. Et vraiment d'être vraiment présent dans ce processus-là. Et on ne peut pas s'échapper avec des compétitions ou avec des voyages. On est là, donc est-ce qu'on est vraiment bien dans cette situation-là? Puis je pense qu'il y a des athlètes qui vont voir que, oh, OK, j'aime vraiment mon sport pour ça. Il y en a d'autres qui vont se poser des questions, puis ça va demander un certain soutien pour les raccrocher à leur sport, pour trouver des nouvelles valeurs. Ou bien il y en a malheureusement qui vont quitter, mais peut-être que ça peut être aussi normal. Alors, les 3 entraîneurs à tour de rôle, je vais vous nommer Amy, Caroline, Stéphane. Comment avez-vous géré ou comment gérez-vous encore les attentes des athlètes et des parents depuis 1 an? En fait, les athlètes, je vous dirais qu'il y a encore certains athlètes qui sont en train de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y en a qui sont encore dans leur bulle qui pensent que d'ici 2 semaines, ça va repartir comme si de rien n'était. Là. Fait que je vous dirais que les athlètes, ça dépend des âges, des stades où ils sont rendus dans leur développement. Mais les parents, j'ai tendance à... en fait, dans mon travail, je garde tout le temps les parents au courant de qu'est-ce qui se passe. Donc, le plus possible, soit par courriel, soit sur notre groupe Facebook, je les tiens au courant. Des fois, si je reçois une nouvelle puis que par écrit, je me dis ça se peut que ça soit confus, bien là, je fais une vidéo, je l'explique. Sinon, je fais un live avec les jeunes. Je prends des fois, je fais juste prendre des vidéos aussi des jeunes en entraînement. Fait que ça peut au moins comme garder un peu, parce que les parents, tu sais, on l'habitude, je sais pas, tu sais, les groupes d'âge que vous avez, mais les parents, des fois, ils ont tendance à vouloir venir voir leurs jeunes évoluer à l'entraînement, puis là, ils peuvent pas. Fait qu'ils n'ont pas de référent côté progression, en plus de ne pas savoir ce qui va se passer. Puis il y en a qui pensent que dans 3 semaines, ils vont pouvoir retourner dans une grosse compé comme si de rien n'était. Mais c'est pas le cas. Fait que je pense que la façon que nous, on a trouvé de le gérer le plus simplement possible, c'est de les garder au courant de qu'est-ce qui se passe, puis d'être réaliste aussi, là, de ne pas leur faire de faux espoirs. Fait que, si on le sait en tant qu'entraîneur que, ben, je ne sais pas s'il y a des parents ou des jeunes qui posent des questions, penses-tu que d'ici telle date, je suis capable de faire telle chose? Ben, on a un rôle, je pense, comme entraîneur, de dire, ben, je pense que oui ou je pense que non, puis pourquoi? Comme ça ne leur crée pas des attentes pour rien. Peut-être, moi, c'est mon point de vue là-dessus. Là. Je ne sais pas, Caroline et Stéphane, ce qu'ils en pensent. Allez-y donc. Caroline. Oui, ben, de mon côté, voyons, bon, je viens comme de perdre mon idée. C'est ça, avec les plus petits, en fait, ce que je peux dire, c'est que les parents de mon club, c'est des parents vraiment impliqués et compréhensifs, à l'écoute aussi. Donc, déjà, quand on a commencé à remettre en place des petites choses au départ, d'eux-mêmes, c'est comme, on comprend que ça repart, puis l'important pour l'instant, c'est juste qu'ils se revoient. C'est juste de bouger. C'est juste de recommencer un petit peu pour que ce soit simple. Fait que juste cette mentalité-là.
ça apporte un certain soulagement, puis ça fait descendre la pression parce que je le sais que je n'aurai pas de gestion à faire auprès des parents. Puis les plus jeunes, c'est ça, tu sais, eux, ils ne se créent pas tant d'attentes. J'avais quelques athlètes qui avaient des ambitions un petit peu plus élevées, qui se préparaient à vivre leur premier championnat canadien ou qui étaient peut-être qui se préparaient à une sélection peut-être sur l'équipe nationale. Donc, eux, la motivation, puis là, les attentes, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Ça, il y avait un peu plus de gestion à faire. Puis, à un certain point, cet automne, j'essayais de leur transmettre l'idée de reconnaissance, d'apprécier chaque moment que vous pouvez passer dans la piscine. Il en est venu un point, je pense que c'est autour de novembre, où est-ce qu'on était, des clubs de sauvetage au Québec, il n'y en a pas 50. Là. Il est venu un point où on était le seul club qui pouvait encore s'entraîner autour de novembre. Je l'ai dit ça aux athlètes, j'ai réalisé, vous, la chance que vous avez, même s'il n'y a pas de compétition, même si vos objectifs ont peut-être changé, appréciez de pouvoir bouger, apprécier ça. Puis après ça, la suite, ça viendra. On ne sait pas ce qui s'en vient. Faites juste prendre un entraînement à la fois, puis ayez du plaisir pendant cet entraînement-là. Merci, Caroline. Stéphane? OK, c'est bon, j'embarque. Je pense que Caroline et Amy ont bien décrit les athlètes, les parents. Je pense que les parents, ça a été une adaptation. Avant, c'était je peux aller à la piscine quand je veux, je vois l'évolution de mon enfant. Maintenant, c'est je n'ai aucun rapport visuel de ce qui se passe avec mon enfant. Je le sais que il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées. Donc, je pense qu'ils ont pris un rôle plus de supporter à la maison qui est positif, ce qu'on amène à les éduquer vers ça depuis déjà vraiment longtemps, de laisser les objectifs aux entraîneurs, aux athlètes, puis de jouer leur rôle de parents. Ils ont comme été forcés un peu là-dedans de faire ça. Donc, ça, c'est bien. Mais j'aimerais dévier la question vers ce qu'Olivier a demandé, parce que moi, je coach des athlètes plus adultes, là, entre 16 et 39 ans, de plongeon et de haut vol. Puis, est-ce que vous considérez que vous avez un rôle à jouer dans le bien-être psychologique des athlètes? Énormément. Autant dans le bien-être que dans le pas bien-être des athlètes. Fait qu'il faut en être conscient, encore plus maintenant en temps de pandémie. Tu veux les pousser, c'est toujours ça, tu établis des objectifs, tu les embarques dans le plan, tu les pousses, mais des fois, il ne faut pas trop pousser parce que sont fragiles, sont très, très fragiles présentement, puis on peut affecter cette fragilité-là. Donc, c'est de savoir qu'on est là pour les écouter. Puis si dans un entraînement, je me rends compte que, bon, je ne suis pas du genre à atteindre la personne de façon intense, mais je peux être très intense dans ma façon de coacher. Puis si je sens que j'ai été, des fois, je me pose la question, est-ce que je suis allé trop loin? Trop loin, pas dans le sens de j'étudie quelque chose qui va nuire à sa personne, non, mais est-ce qu'aujourd'hui, elle ne filait pas, puis je ne l'ai pas senti et tout? Donc, après ça, c'est de faire un retour avec l'athlète. Après la pratique, c'est « Hey, tantôt, là, il s'est passé ça. C'était-tu correct? Tu l'as-tu bien vécu? Est-ce que de ne pas être gêné d'en parler? Tu sais, des fois, tu fais des erreurs, puis surtout en temps de pandémie, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de... Tout le monde vit tellement d'émotions. C'est de dire, on n'a pas peur d'en parler, là. C'était-tu correct? Est-ce que je suis allé trop loin? Tu me le dis s'il y a de quoi, puis au pire, la prochaine fois, je vais juste être meilleur. Donc, oui, je suis très conscient du rôle des entraîneurs en ce moment, psychologique avec les athlètes. Non, on n'est pas spécialiste, mais on peut tous s'améliorer. Donc, c'est de poser les questions sans être gêné, puis de juste dire, d'ouvrir une discussion, bref, sur le sujet. Là. Le rôle est important, mais là, Jean-Paul, je te questionne, comment on se protège à travers ça? Parce qu'en même temps, il ne faut pas prendre le poids de l'humanité sur nos épaules, là. Comme entraîneur, oui, on veut aider puis on a un rôle important, mais à un moment donné, nous aussi, on existe dans tout ça. Comment on se protège? Bien, encore une fois, là, c'est comme qu'est-ce qu'on a parlé au début. Je pense que c'est de faire la différence entre la sympathie. Des fois, il y a des personnes qui vont avoir de la difficulté, puis là, ben, tu veux tellement l'aider, puis tu peux vraiment sombrer là-dedans aussi, parce que quand tu as une équipe au complet à t'occuper, fait que c'est
c'est vraiment important l'empathie. C'est très, très, très important l'empathie. Donc, de comprendre ce que l'autre vit, puis de s'assurer qu'émotionnellement, on soit en mesure de garder cette énergie-là pour nous. Et souvent aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est peut-être rapide, les entraîneurs, à vouloir trouver des solutions ou à aider parce que c'est ça notre rôle. Mais quelquefois, je pense que de donner un soutien et de laisser les gens vivre certaines émotions en accueillant des sentiments négatifs, de dire, gars, je t'entends présentement, je le sais que ce n'est pas facile pour toi, comment tu pourrais trouver une solution là-dedans en posant des questions. Mais la personne, ce que ça fait, mais ça fait qu'il sent qu'il a été entendu, puis ça lui permet vraiment d'évacuer un peu plus l'émotion, puis après ça, le rationnel va revenir, puis ils vont être capables de trouver leur propre solution. Puis ça, pour des jeunes athlètes ou même les moins jeunes, mais quel cadeau que l'entraîneur est en train d'y faire. C'est qu'il n'est pas justement en train de lui enseigner une technique ou du physique, mais il est en train de lui montrer comment naviguer et devenir résilient à l'intérieur des situations plus difficiles qu'on vit présentement. Donc, je pense que c'est très, très, très important. Et quand l'entraîneur se sent fatigué, ben, d'être en mesure de le reconnaître aussi puis d'aller chercher de l'aide. C'est peut-être pas juste tout le temps lui qui doit intervenir. Il y a peut-être d'autres personnes aussi qui peuvent aider. Puis, ce que je parle beaucoup avec les entraîneurs, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'ils deviennent un peu des créateurs d'environnement. Donc, ils peuvent être des facilitateurs aussi. Quand ils voient qu'il y a un athlète qui a un peu plus de difficultés, bien, c'est d'aller voir peut-être le préparateur physique ou le préparateur mental, puis dire, hey, pourrais-tu peut-être aller parler avec lui? Fait qu'il fait juste faciliter certaines conversations. Puis ça, je pense que c'est important que l'entraîneur ait ce rôle-là pour pas qu'il y ait trop de tâches sur lui non plus, là. Dans un autre registre, ce qu'on entend souvent là, depuis 1 an, c'est la perte de personnel. Une question qui est adressée, là, qui nous est posée. Est-ce que vous en avez subi dans vos organisations respectives, Amy, Caroline et Stéphane? Et quel impact ça a eu sur votre gestion du stress? Caroline, en premier. En fait, nous, cette année, parce qu'en sauvetage, il y a comme 2 volets distincts. Il y a un volet technique et il y a un volet physique. Et on a pris la décision d'ouvrir seulement le volet physique qui ressemble un petit peu à la natation, si je peux dire. Donc, on a fermé un volet qui était beaucoup plus difficile à gérer dans un contexte pandémique. Fait qu'on a créé, si on veut, notre perte de personnel parce qu'on a embauché moins d'entraîneurs étant donné qu'on a offert moins de services, si on veut, là, d'offres d'entraînement. Fait qu'on a une très petite équipe d'entraîneurs cette année qui vient de notre décision de club. Amy, de ton côté? Ben, en fait, nous, au club, on avait, l'an dernier, on avait un entraîneur adjoint, mais là, pour circonstances personnelles, la personne est partie. Puis là, en rouvrant le club cette année, avec toutes les mesures qu'on avait et les groupes qui avaient le droit de repartir, on n'avait pas nécessairement les moyens, ou en tout cas, avec le club, on a décidé de ne pas avoir d'adjoint cette année. Donc, c'était des coachs, soit des athlètes ou des anciens athlètes qui voulaient donner du temps en tant qu'entraîneurs, qui ont pu faire tous les groupes comme connexes au club, autant de matin que de soir. Mais je vous dirais qu'en discutant avec les autres entraîneurs, je parle juste de la natation, là, je ne suis pas consciente des autres clubs, des autres sports, mais je pense que c'est ressenti un peu partout. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont l'air d'avoir comme repensé un peu à leur choix de carrière ou au domaine dans lequel ils sont. Fait que nous, présentement, par exemple, on a mis une offre d'emploi pour un temps plein, mais c'est pas. On sait qu'il y a plusieurs clubs qui ont fait ça et c'est pas tout le monde qui va trouver parce qu'il y a des entraîneurs qui ont soit changé de métier ou qui ont changé de branche. Fait que, je vous dirais que présentement, cette année, on le ressent pas, mais je sais que dans les années futures, ça se peut qu'on le ressente là, de plus en plus. Merci, Amy. Stéphane, de ton côté, toi? Nous, c'est sûr qu'on est une grosse équipe. Juste au club de Plongeon-Camon, on est 7 employés à temps plein, une vingtaine d'employés à temps partiel qui, depuis mars 2020, n'ont pas d'emploi. Donc, on essaie de garder contact, mais on les a veut pas perdus.
Donc, c'est un peu la crainte, comme toujours l'impression d'une épée de Damoclès sur la tête de quand ça va repartir, on n'est pas prêt. On n'a pas les employés que ça prend. Il n'y a pas de formation offerte en ce moment en plongeon due aux difficultés de l'assistance manuelle, tout ça. Donc, on ne peut pas former des gens. On n'a pas nos anciens gens, on n'a pas nos anciens instructeurs, entraîneurs. Donc, quand ça va repartir, puis avec le boom olympique, c'est toujours la grosse année, bien, on est toujours en ce moment en période de stress, on n'est pas équipé, on n'a pas ce qu'il faut, puis on ne peut pas faire ce qu'on veut pour y arriver. Donc, on a l'impression que c'est comme pas dans notre contrôle en tant que club de dire OK, on trouve les gens puis on les forme. On ne peut même pas les former. Ça dépend de nos fédés, ça dépend d'autres entités. Donc, oui, c'est un stress sur les clubs qui est très, très grand présentement. En tout cas, je parle pour le plongeon de dire on n'est pas équipé pour ce qui s'en vient. Puis c'est dommage parce qu'on devrait, pour être capable de toffer, là, excusez l'anglicisme, à long terme, bien, il faut prendre ce qui s'en vient. Puis on ne peut pas en ce moment penser qu'on peut prendre ce qui s'en vient. Il y a un élément, puis ce sera la dernière question, là, à moins qu'il y ait un cri du cœur, là, mais il y a un élément que je vais reprendre dans ta réponse, Stéphane, pour dicter la dernière question, faire un lien sur une question qui était déjà dans le chat. Là. Tu as dit on n'est pas équipé. Qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux vous outiller? Dans l'ordre, Stéphane, Caroline et Amy. Bien, je pense que pour nous, je pense qu'on est capable de. On fait déjà travail avec vous, avec Sportaid, pour le côté des athlètes, les entraîneurs, comment ils se sentent et tout. Non, on n'est pas spécialiste de tout ça. Par contre, on est spécialiste de donner des cours de plongeon. Puis en ce moment, non seulement on ne peut pas le faire, mais on ne peut pas préparer non plus, quand on va pouvoir le faire, préparer des gens à pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment au niveau de la formation, d'être capable d'offrir des formations d'instructeurs, d'entraîneurs. Je ne sais pas si c'est un cas réparti dans les autres sports, mais en plongeon, c'est très présent. On ne peut pas faire de formation en ce moment. Puis ça nuit au club. Il y a plein de clubs qui ont perdu des entraîneurs qui ne peuvent même pas, même s'ils ont des gens en tête, ils ne peuvent même pas les former présentement. Avant que Caroline et Amy poursuivent, oui, il y a un commentaire qui est totalement pertinent. Oui, valoriser le métier d'entraîneur. Tellement vrai, tellement vrai. Caroline, c'est à toi. J'ai pas grand-chose à ajouter, honnêtement, sur ce que Stéphane a dit, là. C'est bien correct. Il n'y a pas de souci. C'était complet, c'était j'approuve 100%. Good. Amy, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bien, en fait, Stéphane, je pense qu'il a pas mal tout dit. Nous, l'avantage, je sais qu'en plongeon, il y a peut-être plus justement comme il y a des choses spécifiques qui font qu'ils ne peuvent pas être formés. Nous, l'avantage, c'est qu'on peut tout faire en ligne. On n'a pas nécessairement besoin d'être sur place pour être formé. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Mais encore une fois, c'est comme j'ai vu le commentaire de la personne qui disait de valoriser le métier. Puis c'est vrai que souvent, il y en a qui pensent, je pense à d'autres sports parce que dans ma famille, il y en a qui travaillent pour d'autres milieux sportifs. Mais souvent, c'est considéré comme c'est un parent qui coach le soir son enfant. Mais tu sais, être entraîneur, c'est un métier à temps plein qui est possible. Mais si c'est pas valorisé, si c'est pas mis de l'avant, ben oui, c'est le fun d'avoir des gens en tête, justement, comme Stéphane dit, mais si on n'est pas capable d'aller les chercher puis de faire en sorte que c'est leur métier pour vrai, ben c'est sûr que c'est plus dur. Puis, tu sais, par exemple, tantôt on parlait d'être outillé, mais c'est sûr que, mettons, présentement, à Victo, moi, je suis la seule à temps plein. Fait que tous les autres, c'est des étudiants qui font quelques heures de soir comme job étudiante. Fait que oui, on est entouré, on a un CA, on a des parents pour nous aider, mais il reste que autant cette année, gérer une pandémie, gérer tout ce qui vient avec, que de gérer un club pas en pandémie, quand l'équipe n'est pas assez grande pour le faire, ben ça peut être compliqué. T'sais. Fait que je pense qu'on fait le tour. Merci, Amy. Chez nous, chez Sportaid, nous, le corollaire qu'on fait toujours, c'est que les entraîneurs, pour nous, vous êtes comme les enseignants dans des écoles. Alors, c'est sûr que de notre côté, vous êtes reconnus, puis on va continuer à le dire, puis à tout faire en sorte qu'on puisse vous supporter du mieux qu'on le peut. Jean-Paul, je te vois faire. Tu as un mot à ajouter, puis avant que tu ajoutes un mot, parce que là, on va clore ensuite, à moins que Stéphane, Caroline ou Amy aient quelque chose à ajouter. Moi, déjà, je veux vous remercier d'avoir participé ce soir. Votre témoignage a été vraiment,
vraiment enrichissant, pertinent, vraiment très intéressant de vous entendre. Jean-Paul, je te laisserai quelques minutes si je sens que tu as envie de rebondir. Après ça, je vais laisser Joey. Je voulais juste rajouter, là, puis on a eu cette conversation-là récemment, Sylvain, mais je pense que l'importance de faire connaître le métier d'entraîneur. Je pense que vraiment, des fois, on travaille beaucoup dans l'ombre, puis les gens ne comprennent pas vraiment nos actions, dans le fond. Donc, de faire connaître, d'être conscient aussi de l'influence que l'entraîneur a sur la vie des jeunes athlètes, puis qui peut vraiment intervenir non seulement au niveau du sport, mais vraiment éduquer des principes là, pour rester actif tout au long de la vie, qui va avoir une répercussion incroyable sur la santé globale de l'individu. Donc, je pense que ça, c'est... On va être là vraiment pour épauler cette mission-là, là, c'est sûr. Merci, Jean-Paul. Vous avez peut-être eu le droit à une primeur, mais oui, Jean-Paul et nous, on se parle beaucoup, puis on réfléchit sur qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble à un moment donné. Puis là, je vois un commentaire qui dit « C'est correct la formation en ligne, mais la partie pratique de la formation, ce n'est pas en ligne. » Vous avez tellement raison. Puis chez nous, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, puis c'est quelque chose qu'on met en pratique parce que depuis le peu d'années qu'on existe, déjà pour nous, c'est important d'aller à la rencontre des gens, de travailler avec vous sur des mises en situation, des ateliers. Moi, ce que je dis souvent à ma gang, c'est qu'il faut se cogner à la tête ensemble. Puis ce n'est pas effectivement dans des formations en ligne qu'on réussit ça. Ça fait que faites-vous-en pas chez Sportaid, vous n'avez pas à nous vendre ça. Joey, le mot de la fin, puis après ça, moi, je vais terminer très rapidement. Honnêtement, j'ai rien à rajouter à part de dire merci aux 3 entraîneurs, puis à JP, puis à tout le monde qui était là. Et moi, j'assiste Sylvain avec toi depuis une couple d'ateliers, puis à chaque fois, c'est loin d'être redondant pour la même chose. Là, les entraîneurs puis les personnes qui participent amènent toujours un vécu qui est vraiment riche, puis que nous, on garde vraiment dans notre banque. Même si je suis intervenant, je garde tout ce que vous dites. Puis moi, ça m'aide à faire des interventions auprès des autres aussi. Fait que merci beaucoup, c'est super pertinent. Merci, Joey. Monsieur Olivier, un dernier mot au nom de vos fédérations aquatiques? Ben là, j'ai presque le goût de reprendre ma phrase dont je vous avais donnée. Là. On parle de mettre le masque avant de le mettre aux autres. Ben, en natation, dans le sport aquatique, il faut mettre notre speedo avant d'aider les autres. Alors, gardez ça en tête. OK? Toujours mettre son speedo avant d'aider les autres. Merci. Merci, Olivier. Et merci au regroupement des fédérations aquatiques. Merci, Jean-Paul. Merci à nos 3 panélistes d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis je ne vous dirai pas bon retour à la maison. C'est devenu un classique, mais je ne le dirai pas parce que vous êtes déjà chacun chez vous. Merci. Passez le mot parce que la semaine prochaine, c'est un rendez-vous pour les parents. Salut, merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye tout le monde. Merci.